Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Cette émission où nous parlons du 9e art et surtout du fait que le 9e art ne se cantonne pas aux enfants, et oui, de par les thèmes abordés dans certaines œuvres, mais aussi par les émotions qu'on ressent en les lisant, eh bien on ne peut pas les laisser qu'aux enfants. Et c'est ce que je vais vous montrer avec mon invité, et j'accueille tout de suite Mr. Rock and Tom. Salut Olivier. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Pour être tout à fait franc, on a déjà parlé un petit peu en off, on est déjà un peu chaud. C'est mieux, c'est mieux. Et donc ça roule. Alors, Tom, à part dire que tu es le pilier de certaines émissions autour d'apéro, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà les émissions auxquelles tu participes, et puis peut-être des projets aussi. J'ai entendu une émission qui revenait de temps en temps, mais je ne sais pas si elle va se concrétiser un jour ou si elle est un petit peu sur les rails. Alors, les émissions auxquelles je participe, le samedi, par exemple, samedi prochain, là, il y a un SNGL, les apéros comics, les apéros BD, les rattrapages de Léna, où on en a sorti un il n'y a pas très longtemps sur Ghostbusters, du coup. Et autour des séries aussi. Toutes les émissions, ouais, les débriefs, séries, effectivement. J'allais les oublier, merci. Mais c'est vrai que là, c'est un peu en stand-by. On se challenge sur une série, mais le calendrier de diffusion est un peu, un peu bordélique chez Max. On a démarré tous le Pingouin. Et le problème, c'est qu'ils ont changé le jour de diffusion, donc ça va être compliqué de faire un débrief du Pingouin. Je pense que potentiellement, on devrait faire un débrief total de la série. Et il y a une chaîne qui est en projet avec les amis Jules et Léna, où je voudrais les amener sur des séries qui, pour moi, ont fait date dans l'histoire du paysage télévisuel, comme Les Sopranos, Engrenage, Dexter, toutes ces séries qui ont soit fait grincer des dents, soit il y a eu un avant, un après. Donc c'est quelque chose que je repousse pour l'instant, mais qui est plus ou moins en phase de développement. Faut trouver le temps, effectivement. Je pense au Sopranos, c'est quand même quelques saisons, faut un peu digérer. C'est quoi ? Moi, je sais que c'est une série que j'ai pas forcément vue, mais dont j'ai entendu parler. Sopranos, c'est 7 saisons, même si la 7e est divisée en deux saisons. Du coup, tu as la première partie et l'épilogue. Mais là, par exemple, ils ont démarré Jules et Léna les 2 premières saisons d'Engrenage. Tu vois, sur une série qui fait 8 saisons, on voulait faire une émission toutes les 2 saisons. J'ai pris du retard, notamment pour des aléas professionnels avant de retrouver un emploi stable, on va dire. Et maintenant, il y a d'autres problématiques qui font qu'on repousse, mais ça va se faire. Ils m'ont tellement challengé, ça va se faire. Ça va se faire. Après, surtout, quand on parle de vieilles séries, c'est pas des séries où il y avait 6 épisodes. Non. Une saison, ça en compte une vingtaine, je pense. C'est ça, quand on a voulu à un moment donné se lancer sur... parce que je crois que je sais plus lequel des deux a entendu parler de 24 heures chrono, mais il l'a pas vu. On a dit 24 épisodes. Ah bah oui, 24 heures, 24 épisodes. Sauf sur la dernière saison. Sauf sur la dernière saison, effectivement. Et pareil, une série que j'ai pas vue où Jules me challenge, parce que moi j'ai grandi sans la 6, c'est un truc à savoir, c'est X-Files. X-Files, c'est 23 saisons, c'est 23 épisodes la première saison, et après c'est 24 par saison. Donc, et c'est 11 saisons, je crois. Et 45 minutes par épisode, quoi. C'est ça. Il faut le temps aussi. Donc. Il faut le temps, ouais, c'est ça. On peut pas tout regarder en x2, c'est pas possible. Voilà. On peut pas tout regarder en x2, effectivement. Et c'est vrai que là, on se plaint des mini-séries, mais on a une qualité qui a vachement augmenté, par contre. Là, avec ma copine, on a vu l'épisode 2 du Pingouin, t'es devant des films, en fait. Puis tu sens la patte de Matt Reeves derrière. On n'a pas perdu au change en passant de 24 épisodes à 8 épisodes, quoi. Le budget est quasiment équivalent. Donc, même s'il y a eu l'inflation, etc., on espère quand même qu'ils mettent les moyens. Ouais, mais sur 1h06 d'épisode, puis c'est dense. Moi, ce que j'aime, c'est les séries qui sont denses comme ça. Ouais, t'as pas de ventre mou comme sur une série où t'as 20 épisodes où finalement tu dis, des épisodes, tu pourrais les zapper.
Ouais, t'as des fillers dedans où l'intrigue avance pas. Non, on a quand même, en termes de séries, on a quand même. C'est fini les séries comme l'Agence Touriste et Magnum où ça avançait que tous les 3 épisodes. Bah attention, ça a son charme. Y avait-il un vrai fil rouge dans ces épisodes? Moi, je me pose dans Magnum, pour les avoir revus pendant le Covid, oui. J'en avais pas conscience à l'époque, mais oui. Ouais. D'accord, ok, parce que tu vois, moi, j'aurais pas dit. Hein. J'aurais pas dit avec ce. Et là, qui est un petit peu le personnage caché, quoi. Higgins, non, il me semble. Il y a l'histoire sur Higgins dans la dernière, effectivement, où tu te poses la question, d'ailleurs, si c'est pas Magnum qui est Robin Masters, parce qu'on le voit jamais. Et dans t'as un espèce de grand méchant qui vend de la drogue tous les 3 épisodes dans les 3 premières saisons que Magnum va identifier à un moment donné comme un ancien du Vietnam comme lui. D'accord. C'est une espèce de fil rouge, mais très très lointain quand même. Ouais, c'est ça, c'est parce que oui. moi, j'avoue que tous les épisodes me paraissaient un petit peu stand-alone, quoi. Ouais, mais pas tant que ça, mais là, moi, ça fait que 3-4 ans que je m'en suis aperçu. D'accord. Alors, comme quoi, ça vaut le coup de regarder les vieilles séries avec un regard d'adulte. C'est ça. faut voir ce qu'on a loupé. Tom, est-ce que tu peux te raconter un petit peu ton parcours de lecteur pour qu'on sache un peu plus sur toi et quels sont tes goûts et quelles ont été tes influences au fur et à mesure? Par quoi tu as commencé alors, j'ai démarré le 9e art. Alors, 9e art pur, c'est quelque chose de... Comment dire, d'encore très frais et très... j'aurais pas de mal à le situer. En CP, j'étais un très très mauvais élève en lecture. Et j'ai mon grand-père paternel qui est arrivé avec l'île Noire de Tintin. Et à partir de là, j'ai été très bon en lecture. Mais ça a sonné le glas de mes études parce que j'essayais de reproduire Tintin dans les marges des cahiers. Mais j'ai démarré, je suis de 85, donc on va dire que ça doit être 91, où la série télé elle est arrivée peu de temps après, en plus. Donc ça doit être 92, la série télé, je crois, de Nevada. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et, dans les années 90, ouais. Voilà. Et mon tout premier contact avec une BD, avant que ça devienne une carotte pour me faire avancer pour les études, de la part de mes parents qui avaient très bien compris comment je fonctionnais, ça a été Tintin. Torgal, seulement si tu as plus de 15 de moyenne. Non, c'était l'abonnement à Picsou, parce que j'étais très fan de Picsou en dessin animé. Et, mais bon, peut-être mon premier contact avec la BD américaine, ça a été Don Rosa, dans les Picsou magazines. Mais ça faisait partie des carottes, voilà, le Lucky Luke, le Tintin, le Spirou, si tu avais des bonnes notes. Donc, donc mon premier contact, ouais, c'est du Tintin. Et j'ai des excellents souvenirs de mon père qui est à la retraite, mais qui, quand on était gamin, faisait les 3 et 8, il était ouvrier, et me lisait des pages de Boule et Bill avant de m'endormir. D'accord. Donc ça aussi, oui, il prenait les voix entre il faisait Boule et Bill, chacun des personnages. Ça. Ouais. Et ça, c'est des souvenirs qui sont encore très, très présents et très profondément marqués. Donc c'est ça mes premiers contacts avec la franco-belge. D'accord. Donc finalement, t'étais quoi? A priori, de ce que je comprends, tu n'étais pas dans une famille où il y a vraiment de la bande dessinée, c'est plutôt non. Ça s'est venu au fur et à mesure avec cette découverte de Tintin. Je pense, ouais, en plus que très clairement, mon amour est venu via ce que mon grand-père m'a montré, parce que pour moi, en plus, ça reste mon Tintin préféré, alors peut-être parce qu'il y a cette forme d'affect, mais ouais, l'île Noire, parce que, ouais, tu pouvais voyager avec Tintin. L'Écosse, moi, dans ma famille, on a toujours été très rugby, on voyait le rugby au tournoi à destination. T'as jamais mis les pieds en Écosse, tu voyages en Écosse avec Tintin, quoi. Pour moi, ça a été la porte, j'ai toujours été très rêveur, mais c'était une porte vraiment... très ouverte sur le rêve, en fait. Ouais, donc ça... Mais non, après, tu poses la question... j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont amené très jeune au festival d'Angoulême à partir de... quand j'étais en CE2. Parce qu'on est à 100 bornes d'Angoulême, à Limoges. On est à 1 heure. Bientôt 45 minutes quand ils auront fini la déviation. Mais on espère que ça arrivera bien. Ça fait juste 20 ans que la route est en travaux. Mais ils m'ont pas soutenu, mais pour autant, ils m'ont pas bridé. Par contre, mon père, tu lui montres une dédicace, tu lui montres un dessin, c'est des traits sur une feuille, quoi. Ouais, ça lui parle pas. Ça lui parle pas. Pour autant, ils m'ont pas cassé. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que pour eux, ça aurait dû rester très clairement quelque chose lié à l'enfance et à l'adolescence. Mais quand j'étais gamin, ils m'ont pas bridé à ce niveau-là, quoi. Ouais, ils ont accepté le fait que ça t'intéresse et ils t'ont pas empêché
Non, ils m'ont pas d'avoir cette empêché. passion. C'est devenu une carotte parce que, par exemple, on avait une console qui était une NES avec mon petit frère qui a 3 ans de moins que moi. Quand il débranchait la console pour dire allez faire vos devoirs, bah, ça m'embêtait pas tant que ça. Par contre, quand il piquait la bande dessinée dans ma chambre, là, je faisais mes devoirs en fait. Tu vois, il y avait ce truc. Ouais, je comprends. Ouais, je vois tout à fait. Oui, oui. Bon, c'est pas grave. Il y a autre chose derrière qui m'intéresse. Pas besoin d'électricité pour lire. C'est ça, pas besoin de la télé pour lire, pas besoin de truander. Et, non, c'est devenu une carotte. Je me rappelle de quelque chose de très factuel aussi sur la reprise de Blake et Mortimer sur l'affaire Francis Blake. J'étais à ce moment-là en troisième, sur une troisième où je redoublais. Et mon père, étant ouvrier, était très maths. Il y avait Blake et Mortimer qui sortaient. Il me dit si t'as pas au moins 13 de moyenne en maths, le Blake et Mortimer, tu te débrouilles, mais tu l'as pas. J'avais des notes catastrophiques partout, mais j'avais 13 en maths. J'ai eu l'affaire Francis Blake. Donc c'est ça le principal. Ouais, non, mais ça a été dommage parce que j'avais pas pris conscience des études. Mais non, ça a été une porte ouverte sur le reste. Et puis, c'est quelque chose qui m'a accompagné et qui m'accompagne aujourd'hui encore à 38 ans. Quoi. Et donc là, finalement de la franco-belge dans ton enfance. Ouais. Est-ce que bon, après j'imagine que les thèmes de franco-belge ont un peu évolué avec ton adolescence, peut-être lancé vers d'autres séries un peu plus adultes entre guillemets comme on dit. Alors, même si le terme à la fois plus adulte avec c'est comme ça que j'ai découvert Corto. J'ai eu la chance aussi de faire du rugby à partir de 17 ans dans un club senior, donc avec des adultes, avec quelqu'un qui était très fan de BD, qui a une bibliothèque encore plus garnie que la mienne, parce qu'il a un peu plus de 5000 BD, mon pote, et, mais que de la franco-belge, hein, et qui m'a fait partir sur tous les bouquins d'Hugo Pratt. Il m'a fait découvrir Macchio, il m'a fait découvrir Balade au bout du monde, ce genre de choses, beaucoup plus avec un trait plus dur. L'Incal, j'ai découvert l'Incal, j'avais 17 ans. Et puis moi, instinctivement, je suis parti aussi sur Corto. Et étant un rêveur, j'ai découvert à 14-15 ans tout l'univers de Franquin avec Gaston Lagaffe, qui pour moi au départ n'était que Spirou. Ouais. Et tu fais tes choix. Et 18-19 ans, je suis parti sur tout ce qui est Fluide Glacial, Larsenet. Moi, que ce soit ma copine actuelle ou la copine que j'avais à l'époque, je lisais le Combat Ordinaire. Moi, j'ai suivi les publications du Combat Ordinaire. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on dit le Combat Ordinaire, on te dit est-ce que tu as la boîte du Prozac qui va avec. Mais moi, c'est un livre qui m'a bouleversé. Concrètement, le Combat Ordinaire, ça m'a accompagné, ça m'a bouleversé. Et le comics, j'y suis allé, mais en parallèle. En fait, c'était un business un peu plus. J'avais pas le droit au départ d'acheter du comics parce que c'est des couves plus violentes, plus graphiques, plus. Et ce que je faisais, c'est que j'avais monté un petit business dans l'équipe de rugby où j'étais. Alors avant de jouer avec les adultes, et je me servais de ce business-là pour payer mes comics en fait. Ah, d'accord. Trouver un petit peu d'argent de poche pour pouvoir disons que acheter ce qui t'intéressait. J'avais escamoté un espèce de truc où les gens me filaient une cassette vidéo, 10 francs à l'époque. Ouais. Et vu que j'étais toujours abonné, enfin j'ai grandi avec Canal, les gars de l'équipe de rugby me donnaient ça le samedi après-midi du premier samedi du mois pour l'entraînement. Je te fais pas un dessin. Je le ramenais le lendemain matin au match, je récupérais mes 10 balles et au bout de 2 films, j'allais en kiosque chercher mon petit truc à 12 13 francs. Ouais. Voilà. Si on peut rendre service, c'était ça. Hein. C'est ça. Et moi, je disais que c'était la prime de risque parce qu'on avait un magnétoscope qui faisait du bruit. Ouais. Et t'enregistres quoi? Mais c'est le film pour machin. Ouais, ok. Ouais. Prime de risque. Oui, ouais, parce que bon, ça va, toi, tu t'es pas chopé. C'est un peu. Ouais. Et Internet a tué mon business, bien sûr. Ah bah oui. Forcément, oui, là, c'est un peu plus compliqué. Ça a marché une petite année, ça, mais je me rappelle d'une couve que j'avais achetée, c'était Semic, qui éditait à l'époque, je crois, en 2000, un truc comme ça, en 99-2000. Il me semble, je crois pas que ce soit Panini. Panini, t'es arrivé en 90, Marvel France, t'es arrivé en 97. Ah oui, donc c'était peut-être Marvel France. Mais je sais pas pourquoi j'ai cet écusson, enfin ce logo Semic en tête. Semic a continué jusque dans les années 2000, et puis après ça a complètement même périclité. Mais ils étaient encore assez présents fin des années 90, début 2000. Parce que je me rappelle avoir acheté un X-Men où tu avais Cyclope qui s'en allait tout seul là, et, dans une forêt. C'était très compliqué pour lui, il se faisait attaquer de toutes parts. Et c'était les costumes du premier film qu'il avait. Ah, bah, peut-être. C'est étonnant que ça soit Semic du coup. Mais... Alors à moins qu'il y ait une pub pour Semic et pour les objets dérivés, parce qu'il y avait des trucs pour les statuettes à l'intérieur, ça je me rappelle. C'est peut-être ça.
Et je crois que c'est le dernier que j'ai acheté avec ce business-là. D'accord. donc BD franco-belge. D'ailleurs, avec ce que tu as dit, j'ai une petite question à te poser. Du coup, Ouais. tu disais que tu es allé à Angoulême avec tes parents. Est-ce que, via ce biais, est-ce que tu as découvert des univers, du coup, que tu ne connaissais pas, ou tu t'es lancé dans des trucs peut-être un peu moins mainstream en franco-belge, parce que effectivement, franco-belge, on pense Spirou, Tintin, Boule et Bill. Est-ce qu'il y a des choses comme ça où tu t'es dit, tiens, je connais pas, mais... Mais la couve a l'air sympa. Ouais, par exemple, j'ai découvert tout l'univers de Soleil, qui pour moi me paraissait un peu inaccessible via les portes d'Arleston. Je me rappelle d'une affiche du premier Atalante, et j'ai une dédicace du premier Atalante. À l'époque où c'était Mourad Boudjelal qui avait les éditions Soleil, c'était un stand qui était énorme à Angoulême. Il y avait des stromboscopes, des gens qui passaient avec des plateaux pour faire bouffer les auteurs et tout. Et la couve avait l'air sympa. J'ai une dédicace d'ailleurs sur une BD, j'ai oublié le nom, qui était édité par Soleil, d'Umberto Ramos. J'ai découvert. Okubara. Non, je me demande, c'est pas Révélation. Ah, Révélation. Je connais pas ça. Un truc qui se passait un peu dans l'univers du Da Vinci Code avec un diable. Mais c'est concrètement des choses où j'aurais pas été. Tout l'univers de Coyote. Je crois que c'est la plus grosse claque que j'ai pris. C'est tout l'univers de Little Kevin à Angoulême. C'est des choses. Je suis motard. Enfin, j'étais motard. Ça fait 2-3 ans que j'ai pas roulé. Mais c'est des choses qui me paraissaient un peu bas de plafond. Et je me retrouve un jour à attendre un cousin qui était venu avec moi, et j'écoute Coyote parler. Et je suis sorti, j'étais au Lombard, j'ai pris les Little Kevin qui venaient de sortir. Mais voilà, sur des choses comme ça, sur l'ambiance, en voyant le type dédicacé. J'ai aucune dédicace de Coyote, que par ailleurs j'ai rencontré 3-4 fois après dans d'autres circonstances, mais ouais, des trucs où soit tu l'assimiles à des trucs d'enfant, soit tu... Je pensais aussi à des choses du style Mike Sisman aussi, où c'est beaucoup plus figé, c'est de la peinture. Je connais pas ça. Il a fait le Parapluie de Prague. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Un truc sur Brest, Nuit Noire sur Brest. Des choses un peu plus où tu te dis que c'est trop figé. Non, mais Angoulême, alors ça s'est un peu perdu, je trouve, mais c'était une bonne porte d'entrée sur certains pareils petits éditeurs comme les Rêveurs. Comme je me rappelle de Rue de Sèvres aussi à l'époque où ils n'étaient pas bien gros. Phileas, j'ai découvert les éditions Phileas là-bas aussi. Des choses où tu vois pas grand monde à la table à dessin. Ouais. Mais tu regardes ce que fait. J'ai découvert une autrice aussi chez Aquileos, Mara, qui avait fait Spirit, qui avait fait Clues, où je me rappelle son deuxième Angoulême, il n'y avait pas grand monde, mais j'ai flashé sur le dessin. Ouais. Et j'ai fait dédicacer les les 2 Angoulêmes qui ont suivi, ça a été les deux autres dédicaces. Et ouais, des petites pépites comme ça que tu découvres. Alors c'est moins le cas maintenant. Ouais. Je trouve que c'est trop axé sur les gros noms en fait. Il y a plus de monde aussi peut-être. Il y a plus de monde. Tu as le retour des éditions Dupuis, parce qu'il faut penser, moi, que quasiment de mes 17 ans à 2017, je crois, leur retour. Ou 2018, il y avait plus d'éditions Dupuis, donc tu avais plus de place pour les petits. Maintenant, ils sont vraiment dans la bulle indé, en fait. D'accord, ouais, c'est ça aussi. Ouais. Et quand tu mets Dargaud, Le Lombard, Dupuis, Panini... Oui, c'est ça, ouais. Casterman à l'entrée, t'as plus de place pour Soleil, Delcourt au milieu, qui sont ensemble. Ouais, ça laisse plus beaucoup de place pour les autres. Ouais, Exactement. Ouais. Donc, BD franco-belge, des comics avec les cassettes vidéo. Ouais, et un peu plus tard aussi, après, au moment où ils ont sorti les intégrales X-Men, avec, je crois que le premier que j'ai acheté, je partais dans le Pays Basque en 2005 pour le Bahut, et je sais plus pourquoi, ma mère me dit, tu vas bien prendre un bouquin pour lire, tu pars 2 semaines, et c'était la saga du Phénix Noir, par Claremont, et j'ai oublié, Claremont, et oui, je crois, oui. Ouais. Et j'ai repris, j'en achetais un par an à peu près intégral à partir de cette époque-là. Ok. Et à quel moment tu as commencé les mangas? Est-ce que ça s'est fait plus tard? Parce que du coup,
du coup, dans les années, fin des années, comme milieu des années 90, et puis après 2000, ça a été l'explosion des mangas à un moment donné. Alors moi je suis rentré par les mangas, un peu comme sur les comics, on va dire, par le prisme des animés. Parce que ma première culture comics, ça a été les animés sur Canal avec Iron Man, X-Men. Les X-Men, ouais. J'imagine aussi Spider-Man, la série animée, ou Batman, la série animée surtout. Voilà, les deux, que ce soit sur France 3 et TF1, effectivement, quand ils les ont diffusés. Et alors j'ai eu ma période des BZ très très tard. Mais j'ai eu un truc qui m'a suivi quasiment toute mon enfance, c'était Cat Size et Nicky Larson. Et je suis surpris à plus lire de DBZ. D'ailleurs, je les ai perdus, je suis dégoûté, de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Jusqu'au moment où j'ai acheté mon appart, donc il y a une dizaine d'années, à peu près, 10-12 ans. Et depuis qu'ils sortent les Perfect, je ne lis que ce que fait Tsukasa Ojo. D'accord. Mais le manga, j'y suis allé très très tard. Et pas de la meilleure des manières parce que je suis resté assez psychorigide sur ce que je disais, forcément des trucs liés à l'enfance. Les Lupin 3, les... Ouais, après, tu sais, il y a des éditeurs qui étaient que sur ça. Hein. J'ai lu quand ils sont arrivés, ils n'étaient que sur des titres un petit peu comme Fly, patrimoniaux, voilà, Captain Tsubasa, Olive Tom, Nicky Larson, City Hunter. Ils avaient sorti tout ça parce que justement, ça parlait à la génération cible. Ouais, la génération Club Do, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, par les animés, j'ai découvert Evangelion, j'ai découvert aussi Monster. Et ça, c'est des séries qui sont en cours, mais qui sont abandonnées pour le moment, mais qui seront terminées à un moment ou à un autre. Quoi. Les Perfect il n'y en a pas beaucoup, je crois, Monster, il y en a 8 ou 9 de mémoire, c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. C'est un moins de 10. Moi, j'ai lancé une version en 18. Donc j'en ai 3. Donc voilà. Jules pour pas le citer encore une fois, m'a converti sur 20th Century Boys. Mais j'ai que les 2 premiers. Mais ça aussi, ça sera... Ouais, ça se complète au fur et à mesure parce que c'est pas donné. Non, c'est pas donné. Et puis, on a beaucoup de choses à lire quand même. Pas se mentir. Oui, on accumule. Tous un petit peu de choses à lire. On renouvelle souvent notre palle. C'est ça. Qu'on n'arrive pas forcément à descendre. Mais et du coup, dans tout ton parcours de lecteur, Tom, est-ce qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un de ta classe, au rugby, un collègue, membre de ta famille qui t'a dit Tom, là, quand même, bon, c'est bien sympa tout ça, mais il serait temps de grandir quand même. Est-ce que tu vas pas faire passer à autre chose? Vraiment là, c'est vraiment trop pour les enfants ce que tu lis. Il y a plusieurs personnes. Il y a mes parents qui depuis une dizaine d'années maintenant ne comprennent pas cette passion-là. Je me rappelle aussi d'une ex-copine qui un jour rentre ici. Et la bibliothèque avait un sens encore à l'époque. Aujourd'hui, ma bibliothèque n'a plus de sens. Ça dégueule de partout. Ça tombe. Il y en a qui sont empilés comme ça, puis après comme ça. Un peu, c'est la... tu vois ce qu'il y a derrière moi? Oui, mais toi, c'est rangé à côté de moi. Ah. Voilà. C'est parce que tu vois la bibliothèque de Gaston quand il dort, tu sais, avec des arches. Oui. C'est ça. Mais vraiment, et je me rappelle, elle rentre dans le truc, il y en avait beaucoup moins à l'époque, et elle fait « Oh, bordel !» Et elle me regarde, elle me dit « Il serait peut-être temps de grandir quand même. » Et je lui sors un truc, machin, elle me dit « Oui, mais ça, c'est des dessins. » J'ai dit « Attends, prends ça, tu lis le premier, tu reviens me voir après. » Et un peu comme tout le monde, y compris ma copine actuelle, là, je les ai amenés sur le combat ordinaire. Et ça peut raconter ça. Ouais, ça peut raconter ça. Ouais, non, c'est pas. Les gens ont une vision un petit peu. C'est bien le but de cette émission, c'est de dire que les gens ont une vision un peu étriquée, biaisée de tout ça, étriqué, effectivement. C'est pas parce que c'est du dessin que forcément. D'ailleurs, j'avais vu une image qui était assez marrante, c'est que ça commence avec une petite fille qui commence à dessiner. Fait des dessins d'enfants, etc. Elle dit ouais, super, génial, grand artiste, etc. Et elle continue sa passion de dessiner au fur et à mesure. Et en fait, le regard des gens sur ses dessins change, dans le sens où, quand elle est petite, on lui dit c'est très bien, mais plus elle grandit, plus on lui dit passe à autre chose. Alors que, en fait, si on avait dit ça, sans être méchant, mais toute comparaison gardée, mais j'aime bien faire des comparaisons tirées par les cheveux. Je veux dire, Michel-Ange ou les autres, les artistes de la Renaissance leur avaient dit ouais, c'est gentil, mais arrête, on n'aurait pas les chefs-d'œuvre qu'on a aujourd'hui.
On n'aurait pas les chefs-d'œuvre qu'on a aujourd'hui. Et ouais, effectivement, c'est le regard des gens qui change. Après, moi, j'ai en tête cette phrase de Coyote qui disait que quand on est petit, on part tous du même postulat en dessin. C'est le bonhomme patate. En maternelle, on fait tous les mêmes dessins. Il y a les gens qui sont un peu plus sûrs d'eux, qui vont dans la cour de récré voir comment ça se passe du côté des filles. Il y a ceux qui veulent se montrer, qui vont jouer au foot. Et il y a les timides et les introvertis qui restent à la planche à dessin. Et comme il dit, ceux qui n'arrivent pas à faire passer leurs émotions dans la cour, les 3/4 du temps les font passer sur la planche à dessin. Et je trouvais que cette phrase était tellement révélatrice de toutes les émotions que pouvait procurer la BD et le dessin. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est exactement ça. S'il y a des œuvres qui arrivent rien que visuellement à te faire ressentir des choses, voilà, il y a bien quelque chose derrière. C'est pas juste trois traits, quoi. C'est pas 3 traits, et puis tu as des scénarios aujourd'hui qui s'étoffent quand on voit au-dedans, quand on voit ce qu'a fait Zoé, je sais jamais dire son nom. For Good. Voilà, c'est ça, je te laisse faire un meilleur anglais que moi. Les thématiques abordées par Tom King dans Mister Miracle sont des choses qui sont très actuelles sur la charge mentale, sur pas mal de choses. Comme ce qu'avait fait Larsenet sur le combat ordinaire avec la dépression, le deuil, la paternité, le fait d'évoluer dans sa vie ou à un moment donné d'en avoir ras-le-bol. Je dénigre pas les Schtroumpfs, j'ai grandi avec les Schtroumpfs, avec Is No Good, tout ça, mais on peut aussi bien avoir un gag visuel du Schtroumpf farceur avec son paquet cadeau que des gens qui abordent ces thématiques-là très actuelles en fait. Bien sûr. Il y a de la place pour tout le monde et c'est pas parce que comment dire ton enfant va apprécier les Schtroumpfs que toi tu ne peux pas les apprécier. Il y a pas l'inverse sera un peu plus compliqué parce que il y a justement certaines œuvres où il faut expliquer, les thèmes sont durs, sont impactants parce qu'on parle souvent de la violence visuelle pour les films, mais pour les bandes dessinées c'est la même chose pour moi. Il y a des scènes qui visuellement peuvent affecter fortement les yeux d'un enfant. C'est pour ça que on dit souvent que ça n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est vrai. C'est vrai. Il faut des fois une certaine maturité pour pouvoir apprécier une œuvre et aussi un certain vécu. Comme tu disais, par rapport à la charge mentale, la dépression ou autre, c'est des choses où si on n'a pas un peu vécu, on ne peut pas les appréhender de la même manière très clairement. En tant que jeune adulte ou un tout petit peu plus vieux. Tu vois, par rapport à trop vieux, ça fait pas très très longtemps que je suis avec ma dernière copine, mais au fur et à mesure des dernières années, elle a commencé à apprécier la BD. Elle a vu, voilà, que c'était pas que Boulet Bill, que c'était pas que des gags en une page, et elle s'est surpris et elle me l'a dit. Je lui ai offert, par exemple, pour son anniversaire au mois de juin, Malgré tout, je crois, de Jordi Lafèvre, sur une histoire d'amour en plusieurs chapitres. C'est Jules qui me l'avait conseillé. Et je lui ai fait découvrir aussi Calvin et Hobbes. Et elle me dit, j'ai autant ri dans Calvin et Hobbes que ça m'a ému. Et malgré tout, ouais, ça l'a fait pleurer. Alors, c'était pas le but, hein, j'offre pas un cadeau pour qu'elle pleure, mais je voulais qu'elle soit transportée, et apparemment, ça a marché. Ouais, c'est ça, c'est toujours bien, quoi. C'est toujours mieux quand les gens sont réceptifs à ce que tu leur offres et effectivement à certaines choses. Mais c'est ça, la BD génère des émotions. Génère des émotions. Et il fait réfléchir aussi. C'est pas juste. Il n'y a pas que les bouquins qui peuvent faire réfléchir. Il y a plein d'autres choses aussi, d'autres médias pour l'exprimer. Grâce aux apéros, je sais plus, il y a Protocole Commotion où je l'avais chroniqué. Elle m'a dit tiens, je te l'emprunte. Elle me l'a redonné il y a pas si longtemps. Elle m'a dit mais t'as raison. Hein, si on avait regardé que la couverture, on l'aurait jamais pris. Il a fallu aller puiser dedans. Et pareil, ça lui a provoqué certaines émotions. Elle est hyper hypée à chaque fois par tes critiques, parce que tu vas chercher des petites pépites à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est des choses que tu vois pas forcément sur les étals, et tu as toujours cherché un truc. T'avais parlé à un moment donné, j'ai mangé le titre, par rapport à un truc du numérique. Où, et, le portrait de je sais plus qui, oui. Voilà. C'est avec les lunettes connectées. Ouais. C'est ça. Et on l'a cherché, on l'a pas trouvé, et on a regardé des pages sur Internet. Et elle a dit mais ça, le jour où on tombe dessus, il faut vraiment qu'on le prenne, parce que Holgeek a fait une super critique. Donc, même elle me l'a dit encore, hein, il y a 2 ans et demi, pour elle, c'était
le rayon enfant où tu vas chercher un truc à Noël pour quelqu'un, la BD. Elle n'imaginait pas tout ce qui pouvait se cacher derrière. Et je pense aussi que, heureusement, on le fait quand même intelligemment d'en parler avec passion et ça ouvre un petit peu les horizons des gens qui nous regardent aussi, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Le but, c'est le partage. Et si ça peut faire partager à d'autres personnes des choses et élargir effectivement l'horizon sur certaines choses, tant mieux. Parce qu'en fait, ça serait dommage qu'on garde ça pour nous. Oui. Non, mais très clairement, c'est fait pour être partagé. Je me rappelle de cette interview de Franquin qui passe toujours un peu au musée de la BD où, je sais plus en quelle année, on lui tend un Gaston Lagaffe, mais défoncé, pour qu'il fasse une dédicace dessus. Et le journaliste de France 3 de l'époque, enfin FR3, lui tend le micro, il dit mais c'est votre BD. Et Franquin dit mais une BD ça doit être partagé, je ne suis jamais plus content que quand je vois une bande dessinée qui a vécu. Ah ouais, et donc du coup faut qu'on vive aussi, faut qu'on fasse vivre aussi ces trucs-là, quoi. Ouais, tout à fait. C'est le partage. Exactement. Et en parlant de partage, tu as choisi un titre pour cette émission que je vais normalement ajouter. Attention, magie des internets. C'est la bonne couverture, c'est bon. La bonne couverture, c'est exactement la même que j'ai. Ah oui, en plus surtout qu'il est sorti en 3 éditions, un noir et blanc et augmenté en plus, donc mais c'est la bonne couverture. Les versions Fnac aussi, j'ai vu. Voilà. Et j'ai choisi Sous le soleil de minuit, la reprise de Corto Maltese par Canales et Pelerero, où j'ai une histoire particulière avec ça parce que c'est la première dédicace qui m'a demandé plus de 7 heures d'attente. 7 heures d'attente à Saint-Malo, voilà. Mais elle est dedans, elle est là. Du coup, attends, je te mets en grand pour qu'on puisse l'admirer. Ah ouais. C'était la reprise, c'était en, je sais, connais plus l'année d'ailleurs, 2014, 2015, je ne sais plus. Je sais pas si je vais l'avoir. Du coup, je l'ai pas noté ça. Bon, je vais le dire. 2015. 2015, reprise de Corto Maltese à Saint-Malo au moment où j'allais à Quai des Bulles. Et pour moi, ça illustre un peu ce qu'on disait par rapport au voyage, au partage, aux émotions. On a Corto qui va partir dans le Grand Nord et entre les États-Unis et le Canada. Il doit porter un message à Jack London. Il doit porter un message de Jack London à un amour de jeunesse de Jack London. Et on va suivre ses pérégrinations. On va retrouver Rasputin, on va retrouver pas mal de monde. On va tomber aussi en pleine période de ruée vers l'or. D'accord. Et peut-être juste, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce personnage quand même assez emblématique de la bande dessinée, qui d'ailleurs, je crois qu'il y a une statue de lui à Angoulême, juste devant. Il y a un bronze, tout à fait. Juste devant le musée de la BD, tout à fait. Juste sur la Charente. Juste repréciser un peu qui est ce personnage de Corto Maltese en quelques mots. C'est un héros sans être un héros, c'est un anti-héros, un capitaine de la marine qui vit des aventures. C'est un aventurier romantique, contrebandier à ses heures, qui fait pas toujours les bons choix. Et là-dessus, je me retrouve un peu qui essaye d'influer aussi sur sa destinée. On se souvient de sa marque de la main qu'il a fait lui-même. Oui, c'est Ligne de la main, effectivement, qu'il a fait lui-même. Il croise des personnages en couleur, comme Rasputin. Il croise aussi beaucoup de personnages qui ont existé. Donc, dans ce tome-là, c'est Jack London. Dans le dernier tome, Nocturne berlinois, il croise des fondateurs du parti du national-socialisme, avant que ça devienne le parti qu'on sait que ça deviendra. Et l'avantage de Corto, c'est qu'il y a aussi bien des aventures romantiques que des aventures un peu plus surnaturelles, avec tout ce qui est mu et compagnie, et des aventures très terre à terre avec la balade de la mer Salée, plus piraterie, plus orientée contrebandier, avec une cartographie de ce qu'étaient les années 1900 à 1920 à peu près, relativement bien documenté. Et on a aussi cette relation un peu amour-haine avec Bouche Dorée, qui est une grande chef de tribu, on va dire, chef de clan, tribu, clan, contrebandière. Ouais, c'est ça. Femme forte en tout cas dans ces années, parce qu'on est au début on est un peu début du XXe siècle, dans les années. Du coup, sur une période qui est quand même un petit peu où les règles telles qu'on les connaît aujourd'hui s'appliquent pas vraiment. On a encore un petit peu cette notion d'aventure
qu'aujourd'hui on n'a plus tellement. Cette notion d'aventure, cette notion de piraterie avec un grand P, mais pas la piraterie version Barbe Rouge, vraiment la contrebande, l'aventure, et pour Sous le soleil de minuit, alors indépendamment de ce titre que j'avais trouvé juste magnifique, Le soleil de minuit, ceux qui ont aimé Cro-Blanc et vraiment les écrits de Jack London, avec toute cette partie ruée vers l'or, tout à l'heure on parlait de ma découverte de Don Rosa, j'ai été très influencé, moi gamin, par la jeunesse de Picsou, et ben j'ai retrouvé toutes ces influences là-dedans en fait. D'accord. Et ça a été à la fois un voyage où j'en attendais énormément dans la mesure où c'est une reprise d'un héros avec lequel moi j'ai grandi ado, et ça m'a fait voyager dans toutes mes lectures d'enfant en fait, avec la jeunesse de Picsou, le Yukon, le Klondike, machin, tout ça. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur cette reprise. Et depuis, je les achète religieusement. J'avais eu la chance de les rencontrer sur ce tome-là et sur le tome d'après. Et il n'y a rien de pire que d'arriver devant un scénariste et un dessinateur avec la seule phrase à dire, c'est « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Ouais, mais... Sauf que tu es tellement décontenancé que tu ne peux rien dire d'autre. Après, c'est la vérité. Je me rappelle de Juan Diaz Canales qui parle hyper bien français pour un Catalan et qui me dit « Vous l'avez bien aimé ?»« Ah oui, j'ai adoré. Et puis, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Le mec est avenant, le mec est gentil, toi tu peux... Et tu fais j'aurais dû préparer un truc à l'écrit parce que là, j'ai l'air un peu bête. Et donc voilà, une aventure, il y a un début, un milieu, une fin. Est-ce qu'il faut des prérequis pour la lire si jamais vous voulez vous y lancer? Pas tellement, parce qu'on resitue vite qui est Rasputin. On a tous entendu parler de Jack London. Il y a aussi les thèmes qui étaient chers à Pratt, c'est-à-dire à un moment donné, ça parle un peu du racisme, ça parle de l'esclavage, ça parle de l'absurdité d'être militaire, l'absurdité aussi que les Anglais détestent les Américains et vice-versa. À cette époque-là, tout du moins. Il y a beaucoup de thèmes chers à Pratt qui ont été repris et magnifiés. D'accord. On va pas employer le terme de masterclass, mais on va dire une reprise respectueuse et efficace. Alors je vois, là, j'ai pris quelques illustrations. Ouais. Alors du coup, moi qui ai lu que la partie du Pratt, on retrouve effectivement un petit peu son esprit et je trouve en tout cas dans ses dessins. Mais j'ai l'impression que le trait est peut-être un peu plus fin, parce que Hugo Pratt était un petit peu brut sur certaines choses, un petit peu un ancrage assez fort et qui d'une certaine manière pour moi pourrait faire penser à du manga en fait, dans la manière dont il représentait les choses, les actions. Et là j'ai l'impression que c'est peut-être un tout petit peu plus fin, un petit peu plus magnifié du coup au niveau du dessin. C'est un petit peu plus magnifié effectivement. Par contre, tu as toujours la même gestion des ombres que ce que faisait Pratt. Mais c'est pas les mêmes couleurs. Pratt travaillait beaucoup à l'aquarelle, ce qui n'est pas le cas de Pellerero, qui apparemment fait de la couleur à part. Du coup, lui, avec je sais plus comment ils appellent ça, une planche que tu poses dessus où tu mets directement en couleur après tes noirs et blancs. Mais en plus, je trouve que les cases que tu as choisis illustrent bien, effectivement, tu as toujours ce côté malicieux de Corto. Et dans la dernière case, cette espèce d'amitié, rivalité avec Rasputin où c'est la relation elle est hyper ambiguë quand même. Ah, c'est clair. Ce personnage qui dès le premier tome à la balade de la Versailles, tu dis mais pourquoi il l'a pas buté? C'est ça, il est antipathique à souhait, il est colérique, il est manipulateur et on a un Corto qui manipule quelqu'un qui est colérique comme ça. Et même aujourd'hui, moi je me pose encore la question, mais à quel moment on peut être allié avec un fou pareil? Parce que le mec est fou. Ah oui, oui. Il est capable de péter une pile pour rien. Je sais pas, le vent qui est trop fort ou un truc comme ça peut le faire vriller. Et pourtant, Corto, qui a quand même toujours un plan d'avance, se retrouve à souvent faire équipe avec Rasputin, qui est complètement ingérable. C'est vrai. Mais d'une certaine manière, Corto, qui lui veut être en dehors des règles, oui. Quoi de mieux qu'avoir un électron libre qui peut tout casser avec lui, d'une certaine manière. Qui peut tout casser avec lui, qui prend des fois la responsabilité sans le vouloir de certaines choses qu'a fait Corto, parce que il arrive quand même souvent à mettre sur le dos de Rasputin des choses où Rasputin n'est pour rien. Mais
Donc Et voilà. c'est difficile pour Rasputin de se justifier d'être innocent, hein, vu tout ce qu'il fait. Oui, vu Tout toutes ce qu'il les crasses peut qu'il faire. fait, ouais, non, c'est quelque chose. Donc voilà, après Corto, ça fait partie des choses. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Ma copine a flashé sur le design de Corto, très clairement. Mais dans son apprentissage de la BD, je la sens pas encore tout à fait prête à partir dessus, parce que c'est dense, c'est très exigeant comme lecture quand même, Hugo Pratt. Mais je sais qu'on ira à un moment donné dessus. Voilà, Parce que c'est une lecture qui est pas si facile ouais, rétrospectivement, parce qu'il y a beaucoup de textes en fait. oui, Euh, c'est très verbeux, ouais. L'histoire est assez dense. Comme tu disais, il y a des aspects historiques. Donc, si t'as pas une connaissance aussi de l'histoire et de ce qui peut se passer à ce moment-là, bah, des fois, tu peux être un peu perdu. Même si je sais pas dans ce tome-là si c'est vraiment historique, moi je pense plutôt effectivement où. Non, c'est plus un road trip. C'est plus un road trip, un road trip. Ouais, très clairement. Mais bon, si tu connais la conquête de l'Ouest, enfin de l'Ouest, la ruée vers l'or, tu sais, ces fameuses montagnes où tu voyais les mecs monter. Voilà. Si t'as ça, donc des aventures de Cro-Blanc, machin en tête, tu peux te lancer là-dedans très très facilement. Mais tu vois, elle a flashé, par exemple, il y a 15 jours, c'était les journées européennes du patrimoine. Elle a flashé sur une planche d'Hugo Pratt sur les Celtiques. Elle me dit, ah, mais c'est ça, Corto, c'est magnifique et tout. Ouais, mais alors, les Celtiques, pour moi, ça fait partie des lectures les plus exigeantes de. C'est ça, tu vois, elles sont compliquées quand même de Corto, ouais. Puis en plus, c'est un tome où tu as plusieurs petites histoires à l'intérieur qui forment une grande histoire. Mais oui, elle ira dessus parce que je pense que, oui, moi, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis ado, mais il faut quand même être armé, quoi. Ouais. Et après, il y a aussi toute l'ambiance des dessins d'Hugo Pratt aussi qui te transporte, comme tu disais, ailleurs. Oui. T'es dans un monde très éthéré, des fois très onirique, où un peu comme Corto, tu te balades de situation en situation et l'histoire se suit. Des fois, ça fait un peu ça. Je pense notamment à, alors je sais plus qui c'est le tome, peut-être Venise, je sais plus, les Vénitiennes, je crois que c'est ça. Les Fables de Venise, oui. Ouais. C'est un petit peu comme ça, où c'est un voyage un petit peu, un petit peu fou. Mais, ouais, puis tu te surprends à être moi, c'est ce qui m'avait plu, alors peut-être ado, peut-être parce que j'étais un peu plus rêveur que les autres, mais à être autant romantique que lui, il est dans ses BD, que Corto est dans ses BD, en fait. T'as des passages où, oui, tu te laisses complètement transporter par l'ambiance que Pratt veut instaurer, et je trouve que pour l'époque, aujourd'hui, on parle beaucoup de rythme. Là, j'ai terminé une lecture, par exemple, Raven de Mathieu Laufrey, où tu vois clairement le rythme que le dessinateur va imprimer. Mais il y en a aussi dans Corto. Il y a une maestria du trait de Pratt, même de Pellerero, où tu sais à quel moment tu dois t'attarder sur la planche et te laisser bercer par ce que tu vois, quoi. Ouais, tu vois, là, j'ai pris la planche du milieu, là où on le voit lire. J'imagine que là, ça doit être une planche. Je sais plus comment elle est dans son ensemble, mais justement où tu te poses et tu regardes un petit peu. Tu prends une respiration, effectivement, et c'est très important que même, alors là, bon, elle est plus moderne, mais même dans celle qu'il avait fait, je me rappelle aussi d'un passage, moi, dans la balade de la mer Salée, où tu le vois à côté d'un espèce de palmier, juste contempler l'horizon. Et tu sais qu'à ce moment-là, il faut que tu reprennes ta respiration parce qu'après, il va se passer des trucs. Et juste pour ça, Corto, ouais, il y a toute la grammaire du 9e art dans Corto Maltese, dans beaucoup d'autres œuvres aussi, hein. Chez Franquin, il y en a beaucoup aussi. Mais Corto, ouais, là-dessus, si vous voulez démarrer Corto, alors on peut toujours démarrer par la balade de la mer Salée, mais un Corto un peu plus moderne dans son approche, sous le soleil de minuit, allez-y. C'est un bon point d'entrée. Ouais, si on veut... mais en plus, c'est l'avantage. Alors, c'est pas une suite, ce sont des aventures qui s'insèrent dans ce que Pratt a écrit. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que le tome, je l'ai là, le tome 15, c'est le jour de Taro Wehan, c'est celui qui se passe avant la balade de la mer Salée, entre la jeunesse de Corto et la balade de la mer Salée. Alors, je vais livrer un micro-spoil. Le tome se termine sur la même case que démarre la balade de la mer Salée. D'accord. On te retrouve Corto dans une situation peu agréable. Peu agréable, effectivement. Voilà. Tu vois la planche que je veux te décrire, donc j'ai pas besoin d'en dire plus. Et ça faisait apparemment partie du cahier des charges qu'avait fixé Casterman en disant
Le début, c'est la jeunesse de Corto. La fin, c'est la cité de Mu. Ce que vous écrivez, ça va entre. D'accord. Ah, du coup, t'as une temporalité sur laquelle tu peux pas, tu peux pas aller au-delà, en fait, de cette temporalité. Pour autant, tu dis que ça peut être hyper casse-gueule de rentrer dans l'univers de Pratt, pas pouvoir l'étendre, pas pouvoir faire ce que tu veux. Donc, tu as quand même, on parlait d'héritage en off tout à l'heure. Là, tu as un gros héritage à porter. Et ils s'en sortent très bien. Mais vraiment. Ouais. Et vu que c'est auto-contenu, tu peux partir là-dessus, en fait. Dès le départ. Tu peux prendre le Sous le soleil de minuit comme un tome 1. D'accord, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Mais effectivement, on parlait tout à l'heure, comme tu l'as dit, un peu du cahier des charges pour certaines reprises, certains. Ouais. Du coup, c'est quand même une contrainte, à mon sens, un petit peu forte quand même pour. Ouais, c'est très rigide. Ouais. Mais ça veut dire aussi que du coup, les auteurs sont obligés de bien connaître l'histoire, le lore de Corto Maltese pour faire leurs histoires. Ils peuvent pas se lancer dans un truc qui sortirait un petit peu du cadre. En tout cas, des personnages tels qu'ils ont été créés par Hugo Pratt. Ouais. C'est aussi intéressant. C'est peut-être pour ça que tu as la deuxième reprise qui est plus actuelle avec Bastien Vives au dessin, où là, c'est un Corto plus moderne. Alors, moi, sur lequel le tome 1, j'ai pas accroché, parce que, indépendamment de ce qu'on évoquait en off, mais parce que voir Corto piquer une voiture et faire les fils d'une Twingo, bah, ça m'a pas. J'ai pas retrouvé le romantisme de mon Corto, moi. On est loin de la piraterie, voilà. Effectivement. Mais l'histoire se tenait, hein, c'était dans un truc post-11 septembre où il n'arrivait pas à faire certaines choses parce que les frontières s'étaient durcies. Mais pour autant, j'ai pas retrouvé ce côté romantique de Corto. Et il y a un dosage qui est subtil entre le romantisme, la rêverie, le côté historique et le côté un peu fantasmé des situations qu'il vit il y a même des choses un peu magiques. Et ça a toujours été un habile dosage de la part d'Hugo Pratt, qui est très bien repris par Pellerero et Canales. Et du coup, quand tu le modernises, pour moi, tu perds un peu cette notion de dosage. Et c'est pas simplement un solo du réel, Corto. C'est plus profond que ça. Ah oui. Donc, je vois ce que tu veux dire avec cette comparaison avec Solo. C'est vrai que on peut retrouver un petit peu ce côté un petit peu bad boy qu'on a vu par la suite, mais du coup, Corto, ça n'est pas que ça. Effectivement, il y a ce côté romantisme et rêverie qu'on trouve pas forcément sur d'autres personnages. Et c'est pour ça que finalement, que ce soit auto-contenu là-dedans, alors c'est vrai que tu as un lourd héritage, mais tu es obligé de connaître toutes ces facettes-là du personnage. Et quand tu le modernises, bah, tu es obligé d'en perdre une partie, quoi. Donc, je comprends le cahier des charges de Casterman, je comprends pas la deuxième reprise, mais parce qu'elle a pas marché sur moi aussi. Oui, après, voilà, effectivement, des fois, il y a des choses sur lesquelles on est moins réceptif. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être moins de sensibilité là-dessus, et j'ai peut-être plus d'affect avec ce vieux personnage que j'ai découvert à l'âge de 14-15 ans, donc ça fait maintenant 23 ans que Corto me suit. Et j'ai peut-être moins d'affect avec. Ça serait peut-être pareil pour un Lucky Luke qui, au lieu de Jolly Jumper, roulerait en Harley, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est toute la difficulté des personnages. Jusqu'à quel niveau tu peux les moderniser, les dénaturer entre guillemets, pour que ça passe. C'est vrai que des fois, si tu dénatures trop les personnages, après tu les reconnais pas. Du coup, c'est des personnages qui ont des caractéristiques similaires, mais ça n'est plus ton personnage. Tu vois, la Nocturne berlinois, je l'ai là à côté. Ça se passe en 1924, donc juste avant Mu, la cité perdue. Donc on est quand même sur un Corto un peu plus vieillissant, sur un Corto plus adulte, plus mature. T'as quand même en thème la montée de l'extrémisme, les fake news, parce que du coup ils désinforment la population pour les rallier au national-socialisme. C'est des termes très actuels. Tu as une évocation du complotisme, qui est quand même quelque chose de très aussi actuel avec ce qui s'est passé pendant le Covid. Pour autant, tu restes dans l'univers de Corto, dans cet univers autocontenu, fin des années 1920. Donc, il y a moyen de faire quand même passer des thèmes actuels sur un personnage plus ancien. Bah, c'est là tout le talent des scénaristes, effectivement, de réussir à faire des allusions plus ou moins fines à notre actualité pour dire que c'est intéressant.
Merci Tom pour cette Merci à toi. petite chronique. Je vais passer à la mienne. Du coup, alors moi la mienne, j'ai choisi. Alors, je vais expliquer un petit peu. Du coup, je vais nous remettre tous les deux si j'y arrive. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais au début. Soit il y a les thèmes abordés, soit il y a l'aspect un petit peu sentiment, émotion. Et du coup, moi, j'avais envie d'avoir, parce que sur les autres précédentes émissions, j'avais choisi des thèmes un peu sérieux. Voilà. Là, j'avais envie de prendre une lecture un peu feel good. En tout cas, qui, à l'époque, quand je l'avais lu, je trouvais que c'était un peu feel good. Rétrospectivement, en le lisant, peut-être pas tant que ça, parce que c'est un peu tout le jeu. Et en fait, moi, j'ai décidé de vous parler d'Aya de Yupogon. Qui est une bande dessinée qui est rangée d'ailleurs au rayon jeunesse, chez Gallimard Jeunesse, écrite par Marguerite Aboué et dessinée par Clément Oubrerie. Je vais essayer de pas trop écorcher leur nom. Alors, Aya de Yupogon, c'est sorti en 2005, donc presque déjà 20 ans sur cette bande dessinée. On dirait pas. Non, on dirait pas, parce que j'ai l'impression de toujours l'avoir vu sur les étals, en fait. Ouais, et en fait, moi, j'ai découvert la série, je dirais aux alentours des années 2010, où j'ai lu les 6 tomes à l'époque, qui étaient sortis. Il y a un gros hiatus entre le tome 6 et le tome 7 qui est sorti en 2022 et le tome 8 là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Aya de Yupogon, c'est quoi? C'est l'histoire d'Aya, qui est une jeune Ivoirienne qui habite dans un quartier de Yupogon, qui est un quartier d'Abidjan. Et en fait, on va suivre un petit peu des tranches de vie de cette jeune fille, de cette jeune femme, parce qu'elle a 19 ans, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis, avec un regard sur l'Afrique qui se veut éviter des clichés, mais forcément, un petit peu comme toute histoire, il y en a un petit peu quand même. Mais voilà. Et en fait, Marguerite Aboué, qui est donc ivoirienne elle aussi, a puisé dans ses propres souvenirs pour écrire cette bande dessinée. Et en fait, moi, j'ai pas visité l'Afrique. Voilà, j'aimerais bien visiter un peu le monde, mais bon, c'était un peu compliqué. Puis là, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué de faire des voyages un peu partout pour des raisons diverses et variées. Je connais pas l'Afrique, je connais pas du tout le mode de vie. Alors on me dit ça se passe dans les années 70, 80. Bon, c'est une vision un petit peu voilà, presque plus de 45 ans en arrière, mais néanmoins comprendre comment les gens ont vécu, c'est aussi comprendre comment ils vivent aujourd'hui et comment ils pourront vivre demain. Mine de rien, parce qu'on a toujours une évolution. Aujourd'hui, si on a eu des histoires dans nos campagnes, on sait mais finalement comment les gens vivaient aujourd'hui dans nos campagnes il y a quelques temps, puis etc. C'est un petit peu, on retrouve cette ambiance un peu village, un peu, c'est des histoires vraiment tranches de vie où on voit les déboires de jeunes femmes, de jeunes hommes, de pères, de mères, par rapport à tout ça. Donc Aya, qui est dans une famille avec quelques membres, puisqu'elle a plusieurs frères et sœurs. Son père travaille en tant que cadre dans une société qui vend de la bière. Voilà. Elle a 2 amis, Bintou et Adjoa, qui sont un petit peu, qui aiment bien aller au maquis. Alors le maquis, c'est un restaurant-bar africain, qui aime bien sortir, qui aime bien avoir des copains pour leur payer des trucs. Voilà, c'est des jeunes filles qui profitent un peu de la vie, dans tous les sens du terme. Aya, elle, est plutôt sérieuse, elle veut réussir ses études pour devenir médecin. Et on voit tout ce microcosme qui évolue au fur et à mesure. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que même s'il y a quand même des discours par rapport au patriarcat et autres, donc qui sont plutôt actuels aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est toujours dans la bienveillance, d'une certaine manière. On voit que les comportements ne sont pas corrects, on les met en lumière, mais on va pas affliger les personnes par rapport à ça. Ça reste dans l'histoire, on voit comment ça se passe, et surtout, c'est des faits qui se passent à une époque aussi. Il faut aussi recontextualiser. Aujourd'hui, en France, il y a des situations qui sont proches de ça, donc on peut se dire que voilà, on essaie d'évoluer, mais c'est compliqué. Oui, ça évolue, mais pas tant que ça. Bah ouais, c'est un peu le souci. Cette BD, elle a 20 ans déjà, et elle se passe donc dans les années 80. Donc, mais en fait, les thèmes, on pourrait tout à fait les mettre aujourd'hui. La représentation des femmes, ce qu'on peut ou pas avoir comme liberté par rapport à celle-ci,
les homosexuels, comment on les perçoit, etc. Des thèmes qui aujourd'hui sont plus exprimés, mais à l'époque, en Afrique, c'était très très compliqué. Et donc moi, c'était vraiment une petite incursion à la fois dans le passé et dans ce continent africain que je ne connaissais pas. Et lecture feel good parce que effectivement, on sait qu'il va se passer des trucs. C'est un petit peu comme les comédies. On sait qu'il va y avoir tromperie. On sait qu'il va y avoir des enfants qui n'auraient pas dû arriver, qui vont arriver. Une scène assez drôle où d'ailleurs une des amies d'Aya tombe enceinte. Elle est perse. Elle va donc se marier avec celui, donc le chef, comment dire le chef, le fils du patron, du grand patron. Le mariage a lieu, l'enfant naît, sauf que l'enfant ne ressemble pas du tout au père présumé. Peut-être parce que c'est pas lui le père, quoi. Donc il y a toutes des embrouilles, mais qui se terminent, tu vois, dans bien. En fait, il y a pas de choses. Voilà, ça se termine plutôt bien. Oui, c'est pas en bain de sang. Ouais, c'est ça. Ça reste bon enfant, même si au final il y a quand même des responsabilités, des gens qui doivent grandir, etc. Mais ça reste c'est assez marrant dans la manière dont parlent les personnes, dans le sens où il y a des dialogues très percutants, des situations. Il n'y a pas de fioriture dans les dialogues. C'est aussi ça qui est assez marrant pour moi en tant qu'occidental, c'est que les discours sont très très tranchés, beaucoup d'allusions, beaucoup de métaphores, des choses assez marrantes qui font de l'humour. Et du coup, moi j'aime bien suivre ces histoires d'Aya qui va évoluer, qui va essayer de trouver son chemin dans ce monde très compliqué, parce que au final, il y a toujours des trucs qui lui arrivent, des choses qui se passent, et c'est vraiment assez marrant. Là, on voit sur les quelques planches que j'ai mis, voilà, ces deux amis qui se préparent pour aller sortir, etc. Donc, mais il faut forcément que leurs parents soient pas au courant, qu'ils réussissent à s'échapper. C'est à la fois des histoires un petit peu d'ados, jeunes adultes, mais aussi d'un peu plus. Moi, c'est des choses qui m'amusent parce que bon, j'ai passé l'âge d'une certaine manière, mais c'est des situations où forcément on peut se mettre aussi à la place des personnes, voir ce qu'on aurait fait, ce qu'on n'aurait pas fait. C'est aussi ça que je trouve intéressant dans ce type de bande dessinée où on parle de personnes très réalistes. C'est qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'aurais fait, ou qu'est-ce qui serait passé. On peut s'identifier très rapidement. Ouais, moi, même si le personnage principal est une femme, moi je trouve ça assez marrant de suivre ses aventures et ses pérégrinations, et surtout dans des situations qui paraissent tellement loufoques. À un moment donné, il y a un détective privé qui est embauché pour retrouver justement le fils du patron qui a disparu, et en fait on voit que celui-ci parle avec sa maîtresse au téléphone, que son fils qu'il a envoyé en mission préfère aller dans un hôtel avec des filles que suivre parce que la personne c'est trop difficile quand même, que les petites choses comme ça qui sont assez marrantes, et c'est des gros albums qui font je crois plus de 150 pages avec toujours un petit peu de bonus, soit sur les vocabulaires employés, soit sur des croquis, soit sur des expressions, etc., de la cuisine aussi, je crois, sur certains tomes. Là, je sais plus quels sont les volumes de ce tome-là, par exemple. Alors, sachant qu'il y a eu X rééditions de ce tome. Là, je vois par exemple, il y a des recettes de cuisine. Voilà. Je vais essayer de les montrer avec les petits bonus ivoiriens, si j'y arrive, parce que, hop là, ça va être tout. Donc voilà. Et voilà, on voit rien. C'est formidable. C'est formidable. Je vais être obligé de couper. Non, je mettrai une photo. Je ferai une. Je te montrerai en off, Tom. Mais voilà. Donc toujours des petits bonus, toujours une bienveillance et un aspect un petit peu. On est content d'avoir eu cette histoire, un petit peu comme on est content d'avoir vu une comédie, un vaudeville ou autre. On rigole, on passe du bon temps. Et c'est aussi ça la bande dessinée, c'est des fois de se dire. On lit un truc, on prend du plaisir à le lire et on est bien. Donc moi, c'est vraiment une petite lecture feel good qui à l'époque m'a fait beaucoup rire. Aujourd'hui, je vois un peu plus les thèmes parce que on vieillit aussi. Il y a des thèmes sur lesquels j'étais moins sensible quand je les avais lus il y a une vingtaine d'années, bizarrement. La paternité ou d'autres thèmes un peu modernes. Effectivement, à l'époque, j'étais pas marié non plus, ce qui change aussi des choses, mine de rien. Voilà. Je sais pas si tu l'avais lu, toi, Tom. Non, je l'ai pas lu, mais tu me l'as super bien vendu. Là, j'ai vraiment envie de partir dessus. Et pour autant, en plus, j'ai l'impression de toujours l'avoir vu sur les étals. Et je viens de regarder pendant que tu faisais ta critique. Les intégrales sont quasiment épuisées partout. Donc, c'est vrai.
Ouais. J'ai regardé sur BDFux, sur Fnac. Mais par contre, les tomes sont toujours disponibles à l'unité et c'est hyper bien. Tu l'as hyper bien vendu. Oui, c'est ça, parce que moi je connaissais pas les intégrales, je les ai toujours vus, alors j'ai toujours emprunté à la médiathèque, parce que j'aime bien emprunter à la médiathèque, mais ouais, j'ai toujours vu les tomes simples, du coup, ce soir-là, on voit rien. C'est horrible, je sais pas comment il faut que je fasse. Je sais pas. Bref, des tomes simples qui sont plutôt épais, et qui sont aux alentours de 17-18 €, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu, 17 des brouettes. Mais non, après là, tu l'as bien vendu. En plus, si c'est feel good, si les bonus permettent, comme tu le disais, de recontextualiser avec une recette ou un truc comme ça peut être. C'est ce qu'on demande aussi à la BD, de voyager et ce côté. Voilà. J'ai pris ma BD. Enfin, moi, je suis à la fois très polar, à la fois très ci, très bi, mais effectivement, tu l'as pris, tu as voyagé, tu la refermes, tu as le sourire. Voilà, c'est ça. T'as passé une bonne soirée. Exactement. Et ça se lit. Là, j'ai lu pour l'émission, j'ai lu les 4 premiers tomes. Ouais. Et donc, alors je vais spoiler un petit peu, mais il y a forcément un moment donné où il y a des personnages qui vont aller en France. Ouais. Et le regard de ce personnage africain sur la France des années 80, c'est aussi assez amusant. Tu vois, à un moment donné, il va alpaguer une personne qui chante dans le métro. Oui. Et il dit mais pourquoi tu parles comme ça mal de l'Afrique, pourquoi tu pleures sur tout ça, c'est pas bien, il faut parler et en fait donc la personne qui va chanter plus de bagages, et puis il y a une autre personne qui va voir ce personnage ivoirien qui dit mais pourquoi tu lui as dit ça, et il dit on est là pour chanter, pour comment dire, pour se faire plaisir, pas pour s'accabler en fait. Et tant qu'à faire, faut plutôt qu'il y ait du soleil qui sorte de ta bouche que de la pluie, quoi. Et d'ailleurs, quand ils sont en France, il n'arrête pas de pleuvoir. Il n'y a pas une planche où il pleut pas. Donc ça, c'est aussi assez marrant, quoi. Il y a plein de petites choses comme ça de ce personnage d'ailleurs qui ressemble à Michael Jackson. Alors je sais pas si c'est trop raccord avec les années, mais il a vraiment le look Michael Jackson. Il s'appelle Innocent. Donc c'est aussi marrant. C'est aussi toute une culture des prénoms. Des prénoms qui sont des vieux prénoms français en fait, qui ont été amenés de par l'histoire, la colonisation, etc. Bon voilà, ça c'est les aspects un peu moins rigolos de tout ça, mais qui ont amené des prénoms qui existent. Du coup, voilà, Ignace, aujourd'hui, plus personne s'appelle Ignace quasiment. C'est vrai. Mais voilà, et après c'est un mélange entre justement les générations des parents où ils ont des prénoms très français. Et la jeune génération du coup qui ont des prénoms plus africains. On voit aussi ces distinctions, et ça c'est des choses qu'on voit en fait quand on regarde un peu plus attentivement le texte, et quand on suit les personnes. Tu le vois avec un deuxième niveau de lecture en fait, c'est ça qui est bien aussi. C'est ça. Et non, après c'est vraiment des aventures un peu rocambolesques aussi, des situations qui sont marrantes. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui, en le lisant, m'a fait plaisir. Et je pense que c'était aussi ça l'important de montrer dans cette émission, c'est que voilà, on peut réfléchir, mais on peut ressentir, mais aussi prendre du plaisir et s'émerveiller devant des bandes dessinées, parce que c'est ça le top, c'est quand on est content de lire quelque chose ou quand on est ému de lire quelque chose, c'est gagné pour les auteurs. Alors, tu vois, moi, il y a une époque où j'avais arrêté de fumer. Là, j'essaie de re-arrêter de fumer. Mais j'avais isolé les sommes d'argent que je fumais pour m'acheter l'intégrale de Mafalda. Et chaque soir où j'avais envie de fumer, une fois que j'avais acheté l'intégrale, je me faisais une page de Mafalda. Et il y a des fois où tu es émerveillé, il y a des fois où tu rigoles parce que c'est... Et je suis rapidement tombé à la fin de l'intégrale. Et j'ai eu ce que tu disais sur l'émerveillement, sur les Peanuts de Charles Schulz. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que t'en prends une, tu lis 3-4 pages, tu refermes, t'es content, t'es zen. Et ce côté ultra feel good, et puis les Peanuts, ça date pas d'hier en plus, hein, donc. 1950 les premiers Peanuts. Faut les recontextualiser. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive, t'as envie de te prendre la tête, t'as du polar, t'as envie de voir du super-héros, de prendre du popcorn, t'as du super-héros. T'as envie de découvrir quelque chose avec tes enfants, t'as de la bande dessinée du style Bull et Bill, Calvin et Hobbes, et ainsi de suite. Et il y a aussi ce genre de tranches de vie qui font plaisir à lire.
Et je crois d'ailleurs qu'il y a eu un film d'animation, il me D'accord. semble. J'ai pas plus creusé, mais en tout cas, même les deux auteurs sont assez intéressants parce que Marguerite Aboué, en fait, écrivaine, scénariste, réalisatrice. Elle a fait pas mal de choses et côté dessinateur, Clément, je vais essayer de bien Oubrerie. prononcer son Oubrerie, lui, il a fait plein de trucs en fait. Il a fait Ouais. au moins une quarantaine de titres. Il est aussi réalisateur, scénariste. Il a monté un salon d'animation. Enfin, c'est vraiment des personnes qui ont du bagage et du coup, et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que je trouve ça assez rigolo, c'est que c'est elle qui est ivoirienne, qui a fait le scénario, mais c'est lui qui a dessiné tous les personnages et l'ambiance. Ouais. Tu vois. Et donc, il y a eu vraiment une osmose entre les deux. Ouais, il y a une alchimie qui s'est fait. Retranscrire tout ça. Donc non, mais c'est top. En plus, quand tu as la rencontre d'une scénariste ou d'un scénariste et d'un dessinateur et que ça se ressent sur la planche, qu'il y a une vraie alchimie, c'est top. En tout cas, moi, et puis, graphiquement, c'est quand même sympa. Je remonte des planches. Parce que c'est plutôt... Hop, tu vois, ça fait un peu ligne... c'est un mélange le style, c'est un mélange un petit peu entre tout, tu vois. Ouais, il y a un petit peu de ligne claire sur les bâtiments et pour autant, tu as quand même une impression de mouvement qui est là. Ouais, non, c'est... Et on n'est pas dans les personnages qui sont... c'est pas de la caricature, les personnages les proportions sont plutôt réalistes aussi. Ouais, c'est pas brouillon, ouais, c'est assez réaliste, ouais, tout à fait. Donc, ouais, non, il y a vraiment une ambiance, en tout cas une ambiance de l'Afrique de ces années-là. Voilà. Et Puis en plus, ça a l'air respectueux en plus de l'endroit. Et oui, bah, quand tu tombes pas dans le cliché, déjà, ouais, c'est une force. il y a forcément un petit peu de clichés, ou en tout cas des choses qui paraissent un peu clichés, mais à l'époque, en fait, le truc, quoi, je pense que l'autrice, c'est ce qu'elle a vécu à l'époque aussi. Oui. Tu vois, s'il y a des enfants qui étaient confiés aux oncles et tantes qui vivent à la ville, c'est parce que aussi ça s'est fait. D'ailleurs, en France aussi. En France, il y avait des familles comme ça où il y avait trop d'enfants et on les confiait des fois aux oncles, aux tantes, aux grands-parents, le temps que ça s'est fait. Ouais. Donc, ouais, en attendant, ça donne envie d'être découvert. ah oui. En tout cas, deux lectures un peu opposées, mais finalement qui se rejoignent dans le thème du 9e art et du voyage. Et du voyage, tout à fait. 2 BD aussi. On a choisi 2 BD. Alors moi, je laisse toujours mon choix, secret de l'invité pour voir justement sa réaction, etc. Je trouve ça toujours assez intéressant. Non, mais là, moi, ça donne envie, honnêtement. Ouais. Puis tu les vends toujours bien, tes chroniques, de toute manière. Ah, j'essaye. Parce que on en parlait aussi en off, mais quand j'aime pas un titre, c'est difficile après pour moi de... Quoi. Disons que moi, je vais pas hésiter à vraiment le dézinguer, et j'aime pas trop ça. Je pense qu'on aime tous pas trop ça de dézinguer. Non, moi, j'aime pas ça. J'avais eu une critique, moi, sur mon profil Instagram qui me disait, ouais, mais tu mets que des choses... T'aimes tout parce que tu mets que des choses où tu dis que tu aimes. Mais non, mais c'est compliqué de parler d'un titre que t'aimes pas parce que tu peux ne pas l'avoir aimé pour plusieurs raisons. Et encore une fois, si tu es capable de mieux faire que l'auteur, prends ta plume et va chez une maison d'édition. Et moi, il y a des titres qui marchent pas. Voilà. Il y a des titres où tu en attends trop. On parlait tout à l'heure en off de certaines séries où on en attendait peut-être trop parce qu'on a un passif avec le personnage. Encore une fois, moi, si demain je vais voir, je te dis une bêtise, mais Dargo avec une idée de 13, je suis pas sûr d'être meilleur que les nouveaux scénaristes de 13. Quoi. C'est pas si simple, effectivement. C'est pas si simple. Et même si le scénario est raté à notre sens, si les dessins ne correspondent pas à nos critères, etc., ça reste quand même du travail derrière. Voilà. Oui, puis il y a une chose qu'on apprend, je pense tous aussi en vieillissant, peut-être pas au début parce que les moyens, c'est pas les mêmes quand tu commences à lire, quand tu commences à être jeune actif ou ainsi de suite, ou que tu as des prêts. Mais maintenant qu'on a des médiathèques, on a Internet, il y a un principe qui est quand même assez vrai. On juge pas un livre à sa couverture. Il faut vraiment aller dans le... Et tu vois, je parlais de protocole commotion tout à l'heure. Moi, protocole commotion, si
s'il n'y avait pas eu les apéros BD où on a eu l'occasion de le recevoir, c'est quelque chose où sur la couve, j'y serais pas allé. J'ai pris une claque. Ah, c'est ça. Parce que tu as une autrice qui a réellement fait du rugby en amateur. Tu as une question d'émancipation de la femme à l'intérieur. Tu as aussi, et moi malheureusement ça m'est arrivé, le fait d'être sous l'emprise d'un pervers narcissique. Moi c'était une nana mais qui était perverse narcissique, et du coup ça fait appel à tout un tas d'émotions en toi, et tu te dis mais ouais, mais en la couve c'est juste une nana qui court avec un ballon, mais je serais jamais allé dessus. Ouais. À l'arrivée tu prends 200 et quelques pages ou 180 pages et tu prends une claque. Et t'es content de l'avoir lu. Ouais, c'est ça, oui. T'es content d'avoir pris la claque parce que parce que ça t'a amené des choses. Ça t'a amené des choses et tu te dis, elle l'a vécu. Quand t'as vécu certaines choses, moi j'ai vécu un chaos au rugby, comme je disais, j'ai eu une histoire aussi pas très drôle à un moment donné. C'est les phrases qu'elle met, notamment après une commotion au rugby, c'est des phrases il y a que quand t'as subi la commotion que tu les as entendues en fait. Ouais. Donc oui, ça résonne forcément plus, ouais. Donc, faut pas juger un livre à sa couverture. Non, et puis les goûts sont divers et variés. C'est ça. Quelque chose qui plaira à quelqu'un peut ne pas plaire à d'autres. Après, des fois les mots, on peut lâcher, mais c'est vrai que généralement on n'a pas l'apanage du bon goût. Je vais dire ça comme ça. Il peut arriver qu'on aime des choses que les autres n'aiment pas, ou au contraire qu'on n'aime pas des choses que les autres aiment. C'est comme ça, c'est aussi, aussi notre liberté. Et puis c'est aussi ce qui fait la force du 9e art, c'est voilà, il y a tout dedans. Tout le monde y trouve son compte. Ouais. En tout cas, celui qui n'y trouve pas son compte, je sais pas comment c'est possible. C'est qu'il n'a jamais ouvert une BD en fait. Ouais, c'est ça. Ou un roman graphique, ou un... On le voit, on fait beaucoup de choses en comics sur les émissions, mais le 9e art, t'as du comics sérieux, t'as du roman graphique, t'as du super-héros, t'as du polar, t'as de la tranche de vie avec au-dedans, machin, tout ça. Enfin... Ouais, t'as même des choses underground où tu dis, ouais, mais on peut pas voir ça, et pourtant, si les auteurs osent faire des trucs un petit peu underground, ouais. Je vous montrerai là j'ai trouvé une BD aussi, je me suis dit, comment les auteurs ont pu faire ça, mais je te montrerai. Et quand tu regardes aussi l'émergence dans les années 80, 70, 80, des Robert Crumb, des trucs comme ça, où les mecs, ils ont jamais évolué, c'est quand même un trait très, très particulier. C'est des choses... En France, on a eu la même chose avec Vilma, avec toute cette période d'Écho des Savates, et pour autant, ça marche encore. Hein. Tout à fait. Il y a des publics pour tout. Ouais. Mais en tout cas, merci Tom d'avoir participé à cette émission. Ça m'a fait plaisir qu'on puisse à la fois parler de ton parcours de lecteur, et puis après, via ces deux chroniques, voir un petit peu nos avis. Quelles seraient du coup tes prochaines actualités? La vidéo normalement devrait sortir le mardi 8 octobre. Prochaines actualités, je crois qu'il y aura un rattrapage fin du mois d'octobre pour Halloween avec Léna. Théoriquement, on est en attente. Et après, ça sera les apéros BD, les apéros comics prévus par Jules. Du patron quand il du patron, ouais. En plus, avec Manga Saucisse qui va se lancer. Ça va... Ouais. Les créneaux vont se raccourcir quand même. Hein. Oui, ça va faire beaucoup de créneaux, beaucoup de boissons, là, va du stock là. Ouais, et puis, mais c'est toi qui démarres en plus. Tout à fait. Normalement, quand l'émission sortira, j'aurais déjà démarré, mais j'avais déjà tourné il y a très longtemps la vidéo, donc ça va. Et non, mais pas trop. Hormis les apéros comics, les apéros BD et le SNGL de novembre, il n'y a pas d'actu. D'accord. Okay. On va voir au fur et à mesure. Et sinon, on peut te retrouver quelques critiques sur ton Instagram aussi. Sur Instagram, ouais. Sur Insta et c'est à peu près tout. Sur Facebook aussi, mais c'est lié avec Insta, donc c'est pareil. C'est déjà pas mal. Déjà plein de choses. En tout cas, merci à toi. Je t'en prie. N'hésitez pas, du coup, je mettrai tous les liens qui concernent les copains en description. Normalement, j'essaie de faire les choses bien. C'est toujours un vrai plaisir de participer à ton émission, et puis c'est toujours impressionnant aussi quand tu l'as écouté d'y participer.
Moi, c'est quelque chose. Ouais. Depuis 2 ans et demi que je côtoie Jules, j'aurais jamais pensé passer de l'autre côté de la barrière de YouTube. Déjà que je n'osais pas intervenir dans le chat. Donc, comme quoi. Ouais, non, mais des fois, l'important, c'est comme tu disais, d'ouvrir une BD. Des fois, c'est de se lancer. Ouais, c'est d'oser, ouais, tout à fait. Ouais. Mais moi, je pense que si Jules m'avait pas dit à 3h du matin, envoyé un lien StreamYard en disant, tu viens sur House of the Dragon, je l'aurais jamais fait, quoi. S'il m'avait envoyé les liens le vendredi ou le vendredi, il m'avait dit dimanche, tu passeras dans l'émission, en pleine nuit, j'aurais trouvé une excuse pour me défiler et je serais passé à côté d'un super truc et de super rencontres. Parce que ce qui est quand même hallucinant, c'est la manière dont vous véhiculez tout ça et votre accessibilité à côté. Et ça, c'est super sympa. Merci. Encore merci Tom, et je vous dis à une très prochaine. Ciao. À bientôt. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.